Lorsque les premières législations sur l'eau vont apparaître, on va être confronté à un statut juridique de l'eau extrêmement difficile à appréhender parce qu'on va se retrouver à la fois dans des qualifications de l'eau qui seront, pour certaines, une qualification de l'eau comme l'eau, elle est essentielle à la vie. Donc à partir de là, tout le monde est censé pouvoir y accéder. Et on peut considérer, ça va être qualifié de choses communes. C'est-à-dire que l'eau qui va circuler dans les cours d'eau, que l'eau qu'on va recevoir va pouvoir être au bénéfice de tout le monde, à chacun. Et lorsque les premières lois sur l'eau, en particulier la loi de 64, si on veut s'en remonter trop loin, la fameuse loi de 64, hein, c'est une loi qui va être pionnière sur la question de l'eau, puisque c'est elle qui va constituer les fondations de la planification territoriale de l'eau, mais également de voir que c'est pas seulement l'eau comme une ressource naturelle comme une autre, mais c'est aussi un patrimoine qu'il faut protéger. C'est aussi, donc on a une diversité de qualifications de l'eau qui va faire que le statut de l'eau, d'un point de vue juridique, va particulièrement être complexe. Donc si on est par exemple, les exemples qu'on peut donner, on va faire une distinction entre l'eau qui va courir, l'eau qui court, qui peut être destinée à la navigation, qui peut être destinée à différents usages, que ce soit au début du siècle avec les barrages. Donc dès lors que ça va être utile à l'intérêt commun, eh bien ça va rentrer dans le champ des compétences des autorités publiques. Donc là, on va avoir une régulation publique qui va se mettre en place. Lorsque c'est par contre l'eau qui nous tombe du ciel, avec l'eau de la pluie, ou tout simplement l'eau de notre puits dans le champ d'un propriétaire quel qu'il soit, eh bien là, on va considérer que l'eau qui tombe du ciel, elle appartient à personne. Donc on peut la collecter dans notre réserve d'eau que l'on peut avoir chez les uns, chez les autres. Donc du coup, son statut va être à la fois du droit privé, du droit public, en fonction de sa provenance, en fonction de la façon dont elle circule. Et ce qui fait que les différentes réglementations qui vont être adoptées depuis 1964, puis en 92, puis en 2006, vont à chaque fois, je dirais, pas forcément remettre en question ce statut juridique assez complexe, assez divers, mais vont accentuer la nécessité de protéger la ressource en eau, de protéger les milieux aquatiques, parce que l'eau, c'est pas seulement une ressource que l'on va utiliser à des fins anthropocentriques, c'est aussi un milieu, c'est aussi tout le symbolisme qu'il peut avoir autour de la question de l'eau. Donc une réglementation qui va se complexifier, et qui va se complexifier parce que l'eau, ça dépasse les frontières. Donc on a parlé bien évidemment du droit français, mais très vite, dès lors que ça dépasse les frontières, on a des fleuves européens, des fleuves internationaux. Et donc on va avoir d'autres entités qui vont s'occuper aussi de protéger la ressource en eau, comme l'Union européenne. Et donc dès 1975, on va avoir toute une réglementation qui va se mettre en place au niveau européen, qui va nécessairement se décliner au niveau français. Et on a par exemple, un exemple qu'on peut donner au niveau européen d'une législation phare, pionnière aussi, qui va beaucoup s'inspirer du droit français, qui est la directive 4 sur l'eau de 2000. Et c'est une directive qui va s'inspirer de la loi de 64, avec cette territorialisation de la politique de l'eau par bassin versant. Donc là, la directive 4 sur l'eau reprend cette logique de ce qu'on appelle des districts hydrographiques, avec l'identification de différentes masses d'eau, avec des objectifs importants qu'on est censé atteindre. Et là, au niveau de la qualification de l'eau, on va dire que l'eau, c'est un patrimoine. Donc on a une dimension très patrimoniale qui est mise en avant, mais c'est également un bien marchand singulier. Parce que tout simplement, derrière la question de l'eau, on a la distribution de l'eau pour la partie eau potable, le traitement de l'eau, et donc nécessairement derrière, on va avoir une dimension économique qui va apparaître, qui va faire que, de nouveau, l'eau se retrouve, je dirais, appartenir à toute une série de qualifications, de catégories juridiques, à la fois un patrimoine qu'il faut protéger, qu'il faut transmettre aux générations futures, mais également un bien qui va pouvoir être mis sur le marché, même s'il est très singulier, mais également aussi une dimension très culturelle de l'eau. Donc tout cela fait que cette brève histoire de l'eau montre qu'on a complexifié à chaque fois la réglementation, on a appréhendé de plus en plus les dimensions qui touchent l'eau. Donc comme je disais, le patrimoine, le bien, la chose commune, la chose qu'on peut approprier dès lors que c'est une chose qui appartient à personne.
Et puis plus récemment, on voit une autre étape, une autre réflexion qui se met en place sur la question de l'eau. Mais est-ce que l'eau, on ne peut pas aussi considérer au-delà du fait que c'est un milieu et que ce milieu, c'est une entité vivante et qu'on ne pourrait pas imaginer Dieu lui conférer des droits. Donc il y a aussi toute une réflexion qui est, je dirais, qui monte. On a le cas, pour le cas français, avec la Loire, mais on a d'autres avec le Rhône. On a des collectifs de personnes qui s'interrogent, est-ce qu'il ne faut pas, pour protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques, changer le statut juridique de l'eau aussi. Je pense qu'on a déjà un bon cadre juridique qui est particulièrement complexe, puisqu'on va l'appréhender comme ressource, on va l'appréhender comme patrimoine, on va l'appréhender comme milieu aquatique. Et que ce soit la directive 4 sur l'eau, comme son nom l'indique, c'est une directive cadre. Donc elle est censée appréhender l'ensemble des dimensions qui touchent à l'eau, tant du point de vue qualité que du point de vue quantité. Même sur la dimension quantité, c'est plutôt le droit français qui va jouer un rôle plus prédominant que le droit de l'Union européenne. Alors, est-ce que le cadre juridique est suffisant ? Sans doute, il manque un certain nombre de choses. En particulier, on le voit bien actuellement sur les dimensions quantitatives. On voit bien que les tensions apparaissent. Donc, lorsqu'il y a des tensions, des cristallisations, des oppositions, on peut s'interroger sur est-ce que le cadre juridique actuel est suffisant pour affronter ces problématiques liées à l'impact du changement climatique également. On a aussi une autre difficulté de ce cadre juridique, c'est sur son respect. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un cadre juridique qui, en théorie, serait très bien, ou en tout cas relativement intéressant pour appréhender les problématiques de l'eau. Mais on voit bien qu'on a des difficultés à respecter ces réglementations. Alors, un exemple qui nous permet de dire qu'il y a des difficultés de respect de la réglementation de l'eau, c'est deux choses. C'est lorsqu'on voit l'état de nos ressources en eau et des milieux aquatiques, on voit bien que cet état, pour certains aspects, se dégrade. Donc, ça nous interroge. Le fait d'avoir un état de l'eau qui est de plus en plus préoccupant pour certains aspects, on peut s'interroger en dire mais est-ce que la réglementation est efficace ? Est-ce qu'elle est suffisante ? Il y a une autre dimension qui nous montre qu'on a des difficultés sur ce cadre juridique, c'est le contentieux. On est en Bretagne, on a toute une série d'exemples qui montrent bien que le contentieux qui s'est mis à se multiplier en Bretagne montre bien que le cadre juridique n'est pas nécessairement bien respecté. Alors, ce qui est intéressant en 64, c'est la façon d'appréhender la question de l'eau par bassin versant. Donc, il y a une dimension territoriale qui est intéressante puisqu'elle est là pour transcender les frontières administratives. Tout simplement parce qu'on sait très bien que l'eau ne va pas s'arrêter à la frontière d'un département ou d'une commune. Donc ça, c'était une première chose intéressante, cette approche territorialisée de la gestion de la ressource en eau. Il y avait aussi un autre élément intéressant, c'était au niveau de la gouvernance de l'eau, en créant des agences qui étaient censées, correspondre à une division du territoire en bassins. Et donc, ces agences de l'eau pouvaient apporter une gouvernance intéressante sur la question de l'eau. Et puis, les redevances. Donc, se mettait en place une gouvernance de l'eau qui pouvait justement répondre à la singularité de la question de l'eau. Donc ça, c'était, je dirais, les principaux apports de la loi de 64. 92, avec la loi de 92, on met l'accent plus sur une planification territoriale de l'eau avec la création des schémas directeurs d'aménagement des eaux et puis ce qu'on appelle également les schémas d'aménagement et de gestion des eaux à un échelon plus étroit, les SAGE. Même si il y avait un certain nombre de limites à cette planification territoriale, mais c'était vraiment le principal apport de 92, avec l'accent sur le fait que l'eau est un patrimoine commun de la nation, et donc avec une dimension patrimoniale qui était plus affichée dans la loi de 92. 2006, la loi de 2006 sur l'eau, elle est là pour répondre aux exigences de la directive 4 sur l'eau de 2000. Donc, au-delà de ces exigences, la loi de 2006, elle va rendre beaucoup plus coercitif la planification territoriale avec les SDAGE en particulier et avec les SAGE, et puis de renforcer l'articulation entre les différents documents de planification territoriale. Donc ça c'est vraiment un apport intéressant de la loi de 2006. La directive 4 sur l'eau de 2000, au niveau européen, je dirais son grand mérite, c'est en effet d'imposer des objectifs obligatoires. Des objectifs en termes de bon état écologique
des masses d'eau et de bon état quantitatif et chimique de certaines masses d'eau comme les eaux souterraines. Et d'appréhender d'une manière extrêmement holistique l'ensemble de la question de l'eau, soit l'eau superficielle, l'eau souterraine, l'eau de transition et les masses d'eau côtière. Donc d'avoir une vision holistique de ce point de vue-là, c'était un apport intéressant de la directive 4 sur l'eau. Et puis ces objectifs contraignants, échelonnés de 2015, 2021 et puis 2027. Alors, si on regarde les résultats, oui, c'est assez... Bon, il faut être optimiste, mais n'empêche que les chiffres, lorsqu'on regarde l'état des masses d'eau, si je prends au niveau européen puis au niveau national, alors il faut distinguer à la fois les eaux superficielles et les eaux souterraines. Si on regarde l'état écologique de nos masses d'eau au niveau européen, des eaux superficielles, on n'a pas des bons chiffres à donner. C'est-à-dire qu'on est en dessous des 50% de masses d'eau qui sont en bon état. Ça, c'est le chiffre au niveau européen. Si on décline au niveau breton, là, c'est vrai que on n'est pas du tout face à nos résultats très ambitieux que fixait la directive 4 sur l'eau. Donc il y a plusieurs raisons qui s'expliquent. Il y a à la fois des raisons sur le respect de la réglementation, sur l'efficacité de la réglementation, et puis tout État membre, mais en particulier le cas de la France, on a toujours la possibilité de rendre beaucoup plus sévère la réglementation européenne. Donc on a tenté de le faire, mais ça ne répond pas de nouveau aux résultats auxquels on s'attendait, parce que la question de l'eau, c'est pas seulement une politique de l'eau, c'est aussi d'autres politiques qui doivent contribuer à la préservation de la ressource en eau. Si on prend le cas de la Bretagne, on sait très bien qu'on a d'autres politiques qui ne rencontrent pas forcément les objectifs de la politique de l'eau, ou en tout cas qui s'opposent ou qui sont contrariés. On peut penser à la politique agricole, on peut penser aussi à d'autres aspects comme l'urbanisation qui n'est pas forcément toujours très très bien maîtrisée, ou la politique des transports, même si c'est plus limité. Mais il y a d'autres politiques publiques qui ne respectent pas, ou en tout cas qui n'intègrent pas suffisamment les exigences de protection de la ressource en eau. On a clairement, oui, des problèmes de cohérence entre les différentes politiques publiques qui sont menées. Ça se voit au niveau européen, ça se décline au niveau national et bien évidemment à des échelons plus infra-étatiques. Alors même s'il y a, entre guillemets, des tentatives d'amélioration de la cohérence entre ces différentes politiques, on voit bien qu'il y a des résistances fortes. C'est-à-dire que si on prend la politique agricole commune au niveau européen ou si on prend ce qui se passe au niveau français et décliné à l'échelon local, on voit bien que des tensions existent fortes, des oppositions existent fortes, et du coup, c'est un des éléments qui va expliquer les difficultés de mettre en place une politique de l'eau si d'un côté, on a une politique qui ne tend pas vers. Et avec, en plus, amplifié par les questions de changement climatique, on voit bien que la question de l'eau, c'est pas seulement la problématique de la qualité de l'eau, c'est la problématique maintenant de la quantité de l'eau. Et on mesure bien, que ce soit les exemples qu'il y a eu avec les soulèvements de la terre, avec ce qui s'est passé avec les bassines, la question des retenues d'eau, on voit bien qu'il y a une tension de plus en plus forte et que, je dirais, l'ajustement des pratiques agricoles n'est plus suffisant. C'est-à-dire qu'on a des conflits d'usage qui vont se multiplier. On l'a vu dans certaines régions qui sont confrontées à des fortes tensions. C'est pas seulement la question de l'irrigation, c'est aussi la question de l'accès à l'eau potable. Donc on a l'accaparement de la ressource, qui fait que à un moment donné, on va plus pouvoir se contenter de dire, une fois on amène entre guillemets, des bouteilles d'eau chez les habitants parce qu'on ne peut plus livrer l'eau, parce que le changement climatique va impacter bien évidemment la disponibilité de la ressource en eau, mais aussi va impacter la qualité de l'eau à terme. On le voit bien avec les problématiques d'eutrophisation. Donc, ce qui fait que ces conflits d'usage s'exacerbent et montrent encore plus en évidence les incompatibilités ou les incohérences des politiques. Et je reviens sur la politique agricole parce que c'est vrai qu'elle est souvent pointée. On a, il y a 2 ans, un rapport qui a été effectué sur les questions justement d'eau et de la problématique agricole et la problématique du changement climatique, de voir, c'est des nexus, comment est-ce qu'on peut confronter ça. Et le rapport qui a été diligenté au niveau ministériel arrive à cette conclusion, c'est que actuellement, notre politique agricole et le modèle dominant qui est soutenu ne répond pas. Et donc il faut le changer. Et le problème, c'est que ce changement des pratiques agricoles, le changement du modèle agricole,
malheureusement, ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc la perte de temps qu'on a eue pendant une trentaine d'années, ben, on le paye maintenant parce qu'on ne peut pas changer d'un seul coup, parce que derrière, il y a de l'humain. Et donc, qui dit changer les pratiques agricoles, changer les pratiques culturelles, etc., on est, je ne veux pas dire qu'on est dans une impasse, ça ne serait pas vrai, mais on est dans un temps de transition qu'il faut maintenant vraiment prendre au sérieux. Et ça, je dirais, c'est le problème de l'eau, mais c'est le problème de la biodiversité. Je dirais, beaucoup de champs de la politique environnementale sont confondés au fait qu'on ne prend pas forcément la mesure d'urgence et le sérieux de ces problématiques-là, parce que la technique ou l'ajustement des pratiques, à minima, ne sera pas suffisant, malheureusement. La question du modèle de société et du modèle économique qui est sous-jacente de ces enjeux-là, elle est évidemment prégnante. Mais si on prend un exemple qu'on peut donner, au niveau européen avec le Green Deal, lorsque, à l'issue de l'élection du Parlement européen, on a la nouvelle présidente de la Commission européenne qui s'engage à justement changer le modèle, ou en tout cas accompagner une transition socio-écologique avec ce fameux pacte vert pour l'Europe, on voit bien lorsqu'on parcourt. Alors, ce pacte vert a eu le mérite de lancer une dynamique, que ce soit sur la question du changement climatique, que ce soit sur la nécessité de rendre plus soutenables les différents investissements privés et publics. On a eu des résultats intéressants, mais à chaque fois, lorsqu'on arrive dans le dur, comme vous expliquez, sur la question du choix des modèles, sur la question de la croissance, on voit bien qu'on a du mal à changer de paradigme, en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une approche où on présente le développement durable avec les fameux 3 piliers, avec ces fameux 3 cercles qui semblent identiques. Or, c'est une vision tronquée. C'est une vision tronquée. Alors, le social, l'économique et l'environnemental. C'est souvent comme ça qu'on présente le développement durable et la soutenabilité qu'on est censé avoir dans nos sociétés. Mais on voit bien qu'une telle présentation, cette vision-là, elle est tronquée, parce qu'en réalité, on a d'autres visions qui sont prônées, en particulier par le Centre de la résilience à Stockholm, et d'autres acteurs sont emparés de ça, qui montrent en fait qu'en réalité, c'est pas cette représentation imagée qu'il faut faire, c'est plutôt le socle environnemental est vraiment le socle. C'est nos conditions d'habitabilité de la planète. C'est là-dessus qu'on va pouvoir construire notre société. Il y a le social, parce que c'est notre société, et c'est l'humain et le vivant qui est présent. Et après, l'économie devient un moyen. Donc on a une représentation qui est biaisée, et ce qui fait que tant qu'on a cette représentation, c'est évident que tout va découler. C'est-à-dire que l'environnement, eh bien, on va plutôt prendre ça comme une externalité du modèle économique, et en d'autres termes, on va essayer d'ajuster, accompagner l'économie en prenant en compte l'environnement. Or, c'est pas ce paradigme-là qu'il faut avoir. C'est plutôt construire notre société, notre modèle économique en fonction d'eux. Alors, on a toute la réflexion qui a été menée par un certain nombre de collègues en géosciences sur ce qu'on appelle les limites de la planète. Et on a des économistes qui essayent aussi Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse représentation du donut d'une économiste anglaise qui explique que justement, on a à la fois les limites écologiques, les limites de la planète, mais on a aussi les limites de la société, parce que les limites sociales, on a des inégalités qu'on ne peut pas, entre guillemets, évacuer comme ça d'un revers de main en disant que ça va perler, que ça va ruisseler, et que la technique sera là pour nous aider. Donc c'est évident, pour répondre à votre question, le choix du modèle de société, du modèle économique et la vision qu'on a des croissances et des indicateurs économiques, c'est évident que si on ne change pas la boussole économique, c'est sûr qu'on va systématiquement se retrouver sur des enjeux, des tensions, des conflits d'usage, des oppositions de plus en plus fortes. Il y a à la fois, je dirais, les potentialités et les limites. D'abord, on a la chance d'avoir un monde associatif, soit au niveau européen, mais également au niveau français et breton, d'avoir un monde associatif extrêmement vigilant. C'est pas pour rien qu'on les qualifie de sentinelles, de vigies, de lanceurs d'alerte. Heureusement qu'on a ce monde associatif et qui ont vu que le droit
et en particulier le contentieux, mais pas que le contentieux, pouvait être un levier extrêmement utile pour répondre à leurs actions et puis surtout contribuer à ce que les réglementations, les législations soient respectées. Alors c'est vrai qu'il y a des limites. Mais je voulais vraiment quand même insister sur l'intérêt. Parce qu'un exemple que je peux aussi vous donner, qui est l'exemple breton, hein, le lien entre le local et l'européen. L'association aux rivières de Bretagne a développé extrêmement rapidement une stratégie juridique, c'est-à-dire à la fois de participer à différentes structures de gouvernance, d'être bien présent parmi les parties prenantes, et d'utiliser bien évidemment le levier du contentieux, mais d'utiliser aussi le niveau européen. C'est-à-dire que plusieurs contentieux, ou certains contentieux ont pu être développés au niveau européen, donc grâce à eux, puisque en déposant des plaintes à la Commission européenne, ou en déposant des pétitions au Parlement européen, ça a alerté la Commission européenne qu'il y avait des défauts de respect. C'est vraiment l'exemple en 2001, on a ce fameux contentieux de la Cour de justice de l'Union européenne contre la France, en constatant qu'en Bretagne, on ne respecte pas une directive de 1975 sur les eaux superficielles. Donc, heureusement qu'ils sont là. Si je veux vraiment mettre l'accent sur l'importance des associations. Alors, c'est vrai qu'ils sont confrontés à un certain nombre de limites. Alors, les limites sont à la fois inhérentes à leur structure, les limites sont liées aussi au contentieux et puis tout simplement au respect des jugements. Alors, une des premières limites auxquelles ils sont confrontés, ça va être de pouvoir accéder à la justice, accéder aux juges, que ce soit le juge du judiciaire, donc, qui règle les conflits entre particuliers, ou le juge administratif, où là on va en effet aller porter sa requête à l'encontre des autorités publiques. Alors, déjà, il y a ce problème de l'accès. Alors, au niveau français, on a relativement de la chance, on va dire ça comme ça, par rapport à d'autres États membres, où la problématique de l'accès à la justice est extrêmement compliquée, extrêmement difficile, que ce soit en termes de coûts ou tout simplement en termes d'intérêt à agir, c'est-à-dire d'avoir le droit d'aller devant un juge pour pouvoir réclamer qu'on respecte bien la réglementation ou mettre en jeu la responsabilité d'une autorité publique. Donc, le côté français, je dirais, globalement, si on le compare au niveau européen, on a cette chance-là de pouvoir accéder à nos juridictions, mais on a plus de chances pour les associations d'aller devant notre juge administratif. Alors, les autres limites auxquelles on peut être aussi confronté pour nos associations, au-delà de la démonstration de la preuve, c'est pour ça qu'elles vont plus facilement devant les autorités, enfin devant le juge administratif. On a des exemples en Bretagne, avec le cas des algues vertes, ou que ce soit le tribunal administratif de Rennes, mais également la cour administrative d'appel de Nantes, ont suivi, ou en tout cas ont donné droit aux demandes des associations pour démontrer que l'État français, les autorités publiques françaises, n'avaient pas, entre guillemets, respecté la réglementation et donc avaient une part de responsabilité importante dans la situation auquel on est confronté en Bretagne. On a d'autres exemples aussi intéressants, par exemple sur la pollution de l'air, avec l'affaire du siècle aussi sur le changement climatique. Donc on voit bien que grâce au monde associatif, les juges deviennent de plus en plus sensibilisés et commencent à mobiliser des pouvoirs qu'ils ne mobilisaient pas forcément, que ce soit les injonctions faites aux autorités publiques d'agir dans un temps limité, voire la mise en place d'astreintes dans l'hypothèse où le jugement n'est pas respecté. Parce que ça, c'est en effet une autre limite auquel on est confronté. Lorsqu'on va devant le juge, c'est bien évidemment le temps que le juge puisse rendre sa décision. Donc on a un temps qui est... Voilà. Quand on voit l'état de notre justice, c'est vrai que ce temps, il est parfois assez long. En matière d'environnement, ça peut être extrêmement compliqué. Et après, on a le temps de l'exécution des décisions de justice. Et là, c'est une autre limite, mais ce n'est pas seulement une limite qui est liée aux associations. Ça, c'est une limite, je dirais, intrinsèque au fait que les jugements, eh bien, il faut qu'ils soient respectés, bien évidemment, par les autorités publiques lorsque c'est elles qui sont confrontées. Et on a un exemple tout récent, là, au mois de juillet, où aux Rivières de Bretagne a de nouveau été devant le tribunal administratif de Rennes, en expliquant que le jugement qui avait été prononcé en... Alors ça, c'est un jugement qui avait été prononcé en 2021, où le tribunal administratif de Rennes avait considéré que
le programme régional d'action pour lutter contre les nitrates, la pollution agricole d'origine agricole, enfin la pollution par les nitrates d'origine agricole, eh bien ce sixième programme d'action n'était pas suffisamment, je dirais, efficace, en tout cas n'était pas suffisamment précis pour assurer la lutte contre l'eutrophisation et donc la question des algues vertes. Donc on a vu ce jugement 2021 qui devait être respecté, donc le préfet avait en effet modifié ce programme d'action, et là, aux Rivières de Bretagne, avait décidé d'aller de nouveau devant le tribunal en considérant que on n'avait pas été si loin, l'autorité préfectorale n'avait pas été aussi loin qu'il aurait fallu, et le tribunal administratif de Rennes au mois de juillet a en effet donné raison, en effet, et en laissant 4 mois à l'autorité préfectorale pour renforcer justement cette partie du sixième programme d'action. Donc, ces limites, vous voyez, les limites des associations, il faut le pondérer par rapport à heureusement qu'elles sont là. On a un ancien juriste qui expliquait que le contentieux, c'est le droit pathologique. C'est-à-dire que quand on arrive au contentieux, c'est que définitivement, on n'a pas réussi avant à s'entendre et à trouver les moyens justement d'éviter le contentieux. Même si c'est intéressant d'avoir ce contentieux-là et quelque part, heureusement qu'il existe, parce que du coup, ça oblige les autorités publiques au moins à essayer de se justifier. Mais le contentieux, c'est pas la panacée. Et donc, ça nous invite à se poser des questions, justement. Alors, il y a eu des débats. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi sur l'eau, par exemple ? Est-ce que c'est ça qui pose problème ? Le Sénat a publié un rapport cette année, justement, sur l'avenir de l'eau, et donc se poser la question, est-ce qu'il faudrait une nouvelle loi sur l'eau ou autre ? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le cadre juridique est déjà suffisamment complexe. Est-ce que c'est vraiment opportun de refaire une loi sur l'eau ? On a la directive 4 sur l'eau, il faudrait déjà respecter l'existant avant de pouvoir se relancer dans une nouvelle démarche législative. Et puis, lorsqu'on se lance comme ça, se dire ok, on fait un projet de loi, on se lance dans une réforme législative, c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est peut-être des fois l'occasion aussi de faire ressurgir ou de renforcer des oppositions et d'essayer de détricoter, on va dire ça comme ça, donc de rentrer dans un processus de régression juridique qui n'est pas forcément opportun. Donc se lancer dans un nouveau projet, faut vraiment mesurer, plutôt d'identifier, je dirais, les difficultés auxquelles on rencontre. Est-ce que c'est des difficultés qui sont liées à l'articulation des différents documents de planification territoriale ? Et donc dans ces cas-là, il faut mieux jouer sur la partie réglementaire, pas forcément d'aller devant le Parlement. Est-ce que c'est plutôt sur d'autres politiques qu'il faut intervenir, sur la politique agricole, pour la politique d'aménagement du territoire, sur la politique des villes. Donc il faut, je pense, faire un bon diagnostic avant de se lancer dans une démarche de modification législative. Un exemple que je peux donner de risques auxquels on peut être confronté, au niveau européen, il y a une proposition qui a été faite d'une législation sur la restauration de la nature, donc un projet de règlement en fixant des objectifs de restauration de la nature, parce qu'on se voit bien que en protégeant la nature telle qu'elle actuellement, c'est pas suffisant. Donc il faut se lancer dans un processus de restauration. Donc on voit bien qu'on rentre complètement dans le rouge. Eh bien, ce projet de règlement de protection, enfin de restauration de la nature a fait l'objet d'une série de règlements de compte, en tout cas de captation politique, mais au sens le plus bas, dimension très politicienne, pour essayer d'enlever un certain nombre de dispositions. On voit tout simplement d'extraire en disant on n'en veut pas. Donc c'est particulièrement grave, politiquement parlant, de voir comment un tel projet de réglementation, à l'heure du Green Deal, s'est fait harponner d'une manière aussi dramatique, même si on a réussi quand même à quelques voix près à continuer le processus de discussion de ce projet de loi. Donc, projet de loi sur l'eau, je ne pense pas qu'en l'état actuel, ça soit extrêmement opportun, vu les tensions qui existent actuellement. Alors ça, c'est une autre voie qui est empruntée. Il y a plusieurs voies en fait qui sont empruntées et qui sont discutées.
que ce soit parmi la communauté des juristes ou que ce soit dans d'autres, je dirais, enceintes qui ne soient pas européennes, mais que ce soit en Amérique latine ou en Inde ou en Nouvelle-Zélande. Alors, il y a deux options qui sont discutées et qui font l'objet de controverses pour certaines en Europe. Il y a en effet la question de la théorie des droits de la nature, et donc on a un mouvement au niveau international qui se décline aussi en Europe, et on a l'illustration en Espagne avec la lagune de Mar Menor, où il y a, à l'issue d'une initiative populaire, on a une loi qui a donc été adoptée pour reconnaître des droits à la lagune Mar Menor. Loi qui, alors j'ai pas suivi tout récemment, mais en tout cas on a des députés qui ont saisi la Cour constitutionnelle justement pour voir si c'était une loi qui était constitutionnelle ou pas, ou qui respectait suffisamment la Constitution, parce que c'est une loi qui présente un certain nombre de défauts. Donc on a ce mouvement-là de se dire, ok, est-ce que la théorie des droits de la nature peut apporter quelque chose de plus intéressant pour protéger les milieux naturels, comme en particulier les milieux aquatiques. Alors, au niveau européen, si je prends le cas français, on a aussi, alors ça c'est, on se plonge en Nouvelle-Calédonie, dans les îles de la Loyauté. Ils ont modifié leur code de l'environnement en 2016, avec la possibilité de reconnaître des droits à des éléments de nature. Donc on a une approche très totémique qui est derrière, et donc là, cette année, ils ont reconnu aux requins, puisque c'est une figure totémique des îles Loyauté, que le requin pouvait bénéficier, et en tout cas pourrait être bénéficiaire de droits de la nature et d'être un sujet de droit. On voit bien tout de suite les difficultés auxquelles on peut parvenir avec ce qui se passe avec le requin. Le requin n'est pas forcément la figure totémique, n'est pas forcément la figure préférée des personnes qui souhaitent nager ou qui souhaitent surfer. Donc, c'est un mouvement qui est arrivé en Europe, qui se dessine, on le voit avec la lagune Mar Menor, et cette théorie de la nature, elle soulève beaucoup de controverses. Alors, beaucoup de controverses, pourquoi ? Parce que on considère que dans la tradition occidentale, en Europe, c'est plutôt une autre approche qu'il faudrait mettre en évidence, ou en tout cas plus promouvoir, qui est une approche patrimoniale, ou une approche qui reconnaîtrait un certain nombre de milieux naturels comme une chose commune, ou des communs naturels. Donc qui n'est pas une approche où on modifierait la répartition entre les choses qui sont objets de droit et les sujets de droit qui sont nous les humains, mais qui aurait une vision plus relationnelle, comment mieux améliorer les relations entre les sujets de droit, les humains, et les non-humains, à travers une notion de chose commune ou de commun naturel. On a un retour du commun, ou des réflexions sur le commun, sur le partage, sur la dimension très relationnelle entre les éléments naturels et puis les humains. Donc c'est vrai qu'on replonge dans le Moyen-Âge, on retrouve ces approches très relationnelles, ce qui est apporté de plus dans la réflexion sur les communs naturels. On a des collègues, je pense à ma collègue Marie-Pierre Canfrou-Dufresne en France, qui est juriste et qui travaille vraiment beaucoup sur ces questions de communs naturels. Ce qu'ils apportent de plus, c'est que, en termes de valeur, c'est-à-dire au-delà de la dimension très relationnelle entre des choses ou des êtres non humains qui seraient doués de sensibilité, comme les animaux, ils apportent une dimension en termes de valeur, la valeur intrinsèque que l'on va reconnaître aux éléments naturels, aux milieux, aux espèces, au-delà de la valeur, entre guillemets, par rapport à notre propre conception de la valeur. Donc, il y a beaucoup de débats, c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est la voie vers laquelle il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Il faut débattre. C'est, je pense, l'intérêt de ces discussions sur les droits de la nature ou sur les communs naturels ou sur les choses communes, c'est de pouvoir débattre en démocratie. Et les expériences qu'a eues sur la Loire, le Parlement de Loire, typiquement, ça montre bien le besoin que les gens ont de se réapproprier la discussion et de discuter. Il y a une dimension dialogue, une dimension démocratique qui est intéressante. Et au niveau européen, pour conclure là-dessus, pour montrer en quoi c'est d'actualité aussi, ces débats,
On a le groupe des Verts au niveau du Parlement européen, qui dans son programme électoral, lorsqu'il y a eu les élections en 2019, se posait la question justement comment améliorer juridiquement la protection de l'environnement, que ce soit les milieux naturels comme l'eau ou la biodiversité ou autre, et donc a diligenté une étude justement sur les droits de la nature. Alors, avec l'équipe de Rennes, on a réalisé cette étude qu'on a rendue au début de cette année sur est-ce que la théorie des droits de la nature pourrait changer les choses ou pas, et quel scénario on pourrait élaborer. Donc on voit bien que il ne faut pas avoir des approches qui soient dogmatiques. Je pense qu'il faut plutôt aller dans des approches qui vont favoriser la discussion et l'expérimentation. Je n'ai pas été associée à cette réflexion sur le Parlement de Loire parce que j'étais sur d'autres choses, donc on ne peut pas être partout, il faut se concentrer. Par contre, je les ai suivis dans le cadre de l'étude que l'on a fait avec l'équipe pour le Parlement européen. Ce qui était vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce processus, c'était d'allier à la fois des approches très théoriques, on a eu des philosophes, on a eu des sociologues comme Bruno Latour, des juristes comme Marie-Angèle Hermite, qui sont venus justement débattre, discuter. Et je pense que cette dimension délibérative était extrêmement importante, avec les citoyens, mais aussi avec d'autres personnes, pas seulement des chercheurs, mais aussi avec des parties prenantes, des artistes. Il y a cette dimension culturelle, dimension artistique, je l'ai trouvée extrêmement intéressante de voir, et fructueuse aussi, parce que de cette dimension artistique, on a eu aussi une dimension pédagogique avec les écoles. Donc d'avoir une vision très, très intégrée, très participative, qui n'a pas été seulement sur un temps, mais qui s'est étendue sur la durée. J'ai trouvé que c'était, je dirais, assez instructif sur à la fois le besoin des gens de pouvoir échanger, mais aussi de voir que se jouaient pas forcément des histoires de droits de la nature seulement, mais aussi de relations, de sensibilisation, et de se dire, ok, une dimension très au territoire, l'attachement au territoire, l'attachement au sensible que peut représenter le fleuve, parce que derrière le fleuve, c'est aussi une histoire, c'est aussi une transmission. Et donc, c'est cette dimension qui va au-delà de la... C'est pas que de la raison, c'est pas que de la rationalité. Donc, j'ai trouvé ça, moi, une expérience à suivre très intéressante. Le Rhône aussi, il y a d'autres fleuves au niveau français qui ont souhaité aussi investiguer cette dimension très relationnelle. Il y a eu le Rhône, en Corse également. Il y a eu des déclarations, c'est-à-dire qu'il y a eu des collectifs qui se sont mobilisés, pas d'une manière aussi, je dirais, aussi ambitieuse que le Parlement de Loire, mais ces collectifs ont dégagé une déclaration, voilà, à la déclaration des droits du fleuve. Mais au-delà de la dimension juridique, il faut aussi voir la dimension philosophique et éthique qui est derrière. Et en cela, voilà, tout ne se résume pas au droit. La question de l'eau reste actuellement de plus en plus assez épidermique. Et la question de la théorie des droits de la nature est controversée. Et controversée, y compris dans la communauté des juristes, y compris dans la communauté des juristes de droit de l'environnement. Alors, lorsque j'ai mené cette étude pour le Parlement européen, c'est un des sujets où j'ai rarement vu autant de conflits. Alors, idéologiques sans doute, mais aussi des débats sur juridiquement qu'est-ce que ça va changer. Qu'est-ce que ça va changer de dire, eh bien, la Loire, c'est un sujet de droit et elle a des droits. Parce que nécessairement, il va falloir qu'on médiatise par des gardiens, par des représentants. Donc, le débat, je dirais, il y a plusieurs niveaux de débat. Il y a un débat qui est très, je dirais, philosophique, le fait d'octroyer, de considérer qu'un non-humain peut être sujet de droit. On peut l'imaginer en théorie, mais ça invite quand même à débattre au-delà de la technicité, parce que techniquement on pourrait imaginer cela, ça se fait dans d'autres systèmes juridiques, donc on peut le faire, mais il faut se poser aussi la question, qu'est-ce que ça va apporter vraiment en termes d'efficacité, et qu'est-ce que ça peut déclencher comme impact juridique, parce que derrière, un exemple, on a certains qui vont prôner,
dans ces cas-là, le robot peut être aussi un sujet de droit. Alors d'autres disent, oui, mais les entreprises, on a des personnes morales, qu'elles soient privées ou publiques, qui sont bénéficiaires de droits et qui sont sujets de droit. Mais c'est toujours, entre guillemets, derrière des humains. Donc là, on rentre dans une sphère du non-humain. Alors on a une première étape avec les animaux, on a reconnu les animaux comme des êtres sensibles, enfin doués de sensibilité. Donc c'est plus totalement des choses, au sens de choses inertes ou de choses qu'on pourrait user, abuser, etc. Donc se dire, ok, demain on va reconnaître que nos fleuves ont des droits, ont une personnalité juridique. En l'état actuel des discussions, des débats, des controverses, c'est pas un bon moment. En tout cas, ça cristalliserait trop les choses. On n'a pas fait une déclaration d'urgence climatique en termes juridiques, à proprement parler. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, notre réglementation qui existe au niveau français, mais c'est la même chose au niveau européen, on n'est pas en état d'urgence. L'état d'urgence, on l'a vécu pendant la situation du Covid. Un état d'urgence, au sens juridique du terme, on n'est plus dans du droit commun, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des régimes d'exception avec des restrictions de circulation, des interdictions qui vont être posées à nos libertés publiques, par exemple. Donc, on n'en est pas là, actuellement. Des exceptions, des restrictions d'usage. Ce n'est pas un état d'urgence au sens où on l'entend en termes juridiques. C'est-à-dire parce que ça va être limité. Le risque, pourtant au niveau européen c'est pareil. Au niveau européen, le Parlement européen avait adopté une résolution déclarant l'urgence climatique, mais c'était une simple résolution, ça n'avait pas de portée juridique contraignante. Donc on n'a pas un état d'urgence comme nous on l'a connu pendant le Covid, d'état d'urgence sanitaire. On va avoir des mesures qui vont être adoptées parce que c'est pour répondre à un phénomène donné, avec l'exemple que vous citez sur les restrictions d'usage de l'eau ou, par exemple, lorsqu'on est en période de sécheresse, l'interdiction d'aller nettoyer sa voiture ou d'arroser son jardin, etc. Mais on n'est pas dans ce qu'on appelle classiquement un état d'urgence. J'ai donné quelques illustrations où on pourrait considérer qu'on est dans un état d'urgence. C'est si on prend le parallèle avec ce qui s'est passé par le Covid. Ça pourrait être, par exemple, de dire, voilà, on considère que il faut adopter sans débat devant le Parlement au plus tôt une loi ou des lois qui imposeraient des restrictions, des interdictions. Donc, passer outre les débats au Parlement, ce qu'on a vu pendant la situation du Covid. Donc, faut dire que l'état d'urgence, ça met en pointillé ou en suspension un certain nombre de nos libertés et de nos droits. Un certain nombre de notre fonctionnement démocratique est aussi mis en suspension. Ça pourrait dire aussi, donc outre de l'adoption de réglementations dites d'urgence, l'urgence nous permet aussi, pendant un temps limité, de pouvoir adopter ces mesures d'interdiction et de restriction. Donc l'urgence, il faut vraiment voir l'urgence comme un phénomène qui va être limité dans le temps. Le souci auquel on est confronté, et ça c'est le grand débat qu'il y a, on avait fait un collectif, on avait travaillé justement quelles sont les réponses du droit face à l'urgence écologique ou l'urgence climatique. Et est-ce qu'on allait aller vers un état d'urgence ? Et donc le résultat des réflexions était de dire, si on va dans un état d'urgence climatique, écologique, comment est-ce qu'on va réussir démocratiquement à pouvoir véritablement changer les modèles. Donc ça, c'est loin d'être évident en fait. Et c'est pour ça que, alors vous avez parlé tout à l'heure de l'écoterrorisme, mais on a des critiques qui se sont dit, bah voilà, si au nom de l'urgence qu'on nous restreint nos droits et nos libertés et qu'on porte atteinte à notre fonctionnement de la démocratie, ne va-t-on pas aller dans un régime éco-autoritaire ? Donc il y a eu tout un débat aussi là-dessus, sur l'éco-autoritarisme que ça pourrait générer un tel état d'urgence. Et à l'inverse, je peux donner un autre exemple pour contrebalancer aussi cette question de l'état d'urgence. C'est en matière énergétique. On a eu le Covid, bien évidemment, on a la guerre en Ukraine. Et donc ça s'est répercuté sur le coût de l'énergie.
Et au niveau européen, et ça s'est décliné également au niveau français, on se rend compte qu'il faut accélérer la transition énergétique. Qui dit accélérer la transition énergétique, ça signifie en d'autres termes essayer d'accélérer la promotion des énergies renouvelables. Donc au niveau européen, mais au niveau français également, on a adopté une réglementation au nom de l'urgence énergétique pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Mais qui dit accélérer le développement des énergies renouvelables a prévu la possibilité de déroger à un certain nombre de réglementations environnementales. Donc voilà, la notion d'état d'urgence, elle est à manier avec un certain nombre de précautions et surtout à apprécier les conséquences. De voir, par exemple, si on a une vision qui est très focalisée sur le changement climatique, au nom de l'urgence du changement climatique, on pourrait porter atteinte, via des dérogations, à la protection d'un certain nombre de milieux naturels ou d'espèces qui sont protégées. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que même c'est temporaire, la réglementation qui a été adoptée au niveau européen pour promouvoir les énergies renouvelables au nom de l'urgence énergétique, on prévoit de déroger aux procédures d'évaluation des études d'impact, aux procédures d'études d'impact environnementales, de déroger dans les sites Natura 2000, temporairement. Mais le risque, un autre risque aussi, c'est l'effet un peu moins qui se coule de l'état d'urgence, c'est que des mesures, on habitue la population à un certain nombre de restrictions, c'est du droit, entre guillemets, c'est pas du droit commun, c'est du droit dit d'exception, qui à un moment donné va se normaliser et devenir le droit commun. Ça peut être utilisé, mais il faut vraiment en mesurer toutes les... Parce que en l'état actuel des choses, c'est vrai que la question du changement climatique, la question de la biodiversité, bref, tout ce qui touche nos conditions d'habitabilité de la planète sont particulièrement affectées, et ça va impacter aussi l'exercice de nos propres droits, nos droits à l'environnement, nos droits d'accéder à de l'eau potable. Et là, je parle pour les Français, mais il faut aussi avoir une vision qui va au-delà de la France. Et donc, derrière cette question de l'urgence, eh bien, on voit bien qu'il y a de profondes inégalités, de profondes disparités géographiques, et ce qui fait que si on prend l'urgence climatique ou l'urgence écologique comme un fait, on doit, dans ces cas-là, y réagir d'un point de vue juridique en accélérant l'adoption de réglementations ou en accélérant le respect des réglementations et surtout en modifiant les modèles économiques que l'on sous-tend. C'est ça qui est important. Mais un autre exemple qu'on peut donner, je prenais tout à l'heure le cas du Green Deal, qui a accéléré l'adoption d'un certain nombre de réglementations, et puis d'objectifs, l'interdiction des véhicules thermiques, etc., ou au contraire une réglementation sur les investissements dits soutenables, où on a identifié un certain nombre de critères pour dire c'est quoi un investissement privé soutenable, parce que derrière c'est la finance qu'on essaye aussi de réorienter. On voit bien ce qui s'est passé lorsqu'il a fallu se poser la question, qu'est-ce qu'on fait du nucléaire ? Donc à travers la question du nucléaire, on voit bien que la question de l'urgence climatique et écologique nous oblige à jongler sur des temporalités qui ne sont pas forcément évidentes. On a la temporalité de l'urgence, c'est là maintenant, et avec toute une série d'incertitudes, parce que vous citiez tout à l'heure, en 2030, en 2040, on sera dans telle situation au niveau de l'eau. Même les scientifiques nous le disent, les sciences en biophysique nous disent des fois, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. Ou vice-versa. Donc, on a des grandes difficultés d'un point de vue spatio-temporel, tout simplement. Pour anticiper. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut agir. Je pense que le diagnostic sur la situation de l'environnement, je pense que c'est compliqué pour les politiques de dire non, on n'a pas le diagnostic, etc. Parce que on a la chance, entre guillemets, maintenant d'avoir toute une série de publications. On a des scientifiques comme Jean Jouzel qui maintenant n'hésitent plus à être sur le devant de la scène. On a le GIEC, on a les PBES au niveau international. Donc, en d'autres termes, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Voilà. Ça, c'est évident. Par contre, sur le temps de réaction du politique, mais dans le politique, je mets aussi les acteurs économiques, parce que c'est quand même
C'est extrêmement lié. Malheureusement, on peut en effet se poser la question, c'est est-ce qu'ils ont vraiment pris ça au sérieux? Mais c'est pour ça que quand je suis avec mes étudiants, je dis voilà, faut être d'un optimisme raisonné. Parce que si je prends l'exemple de la Bretagne, pour avoir vu ce qui s'est passé en Bretagne, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2001, on se fait condamner parce qu'on ne respecte pas une directive de 75. Cette directive de 75, elle visait à protéger les eaux superficielles. Et dans cette directive, on imposait la fameuse norme nitrate. Qu'elle soit controversée ou pas controversée, peu importe. On avait une norme qu'on devait respecter une fois que c'était dans l'eau. Et on devait la respecter en 85. Quand on regarde les courbes de la pollution par les nitrates, en 85, on devait être à 50 et tendre après vers 25. En 85, la courbe nitrate flambe en Bretagne, quoi. Donc, il y a eu des choix qui ont été faits. Les choix ont été faits. Même si on n'aime pas dire ça, des choix ont été faits. Là, maintenant, ça donne l'impression que le politique essaye, imaginons un grand paquebot, on n'est pas dans le Titanic, mais on est dans un grand paquebot, et qu'on essaye justement, à minima, de modifier le gouvernail. Le problème, c'est qu'on a une telle inertie. Il y a eu l'inertie politique pendant un certain nombre d'années. Des choix politiques ont été faits, des choix économiques ont été faits. Maintenant, il y a aussi l'inertie, on va dire ça comme ça, du système naturel, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour. Et donc, si on prend l'exemple du plan Algues Vertes, par exemple, parce que on l'a suivi aussi dans le cadre du comité d'appui au plan Algues Vertes, on a été plusieurs à suivre, et c'est là que c'est assez déroutant, parce que le diagnostic est posé. Quand on va voir les acteurs locaux, qu'on discute, ils ont intégré cette prise de conscience est bien là. Des actions sont menées, des efforts sont faits. Et en réalité, ils n'obtiennent pas forcément les résultats, parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la mauvaise volonté. C'est-à-dire que maintenant, toutes les actions qui sont menées, que ce soit dans la baie de Saint-Brieuc ou dans les baies Algues Vertes qui étaient vraiment dans des situations difficiles, lorsqu'ils voient les résultats, faut s'armer de courage aussi, quoi, parce que on se dit mince, c'est décourageant. Si on regarde le contentieux Algues Vertes, les juges ont pointé. Il n'y a pas eu que les juges. Il y a eu la Cour des comptes au niveau français. C'est-à-dire que c'est là que c'est extrêmement déstabilisant et déroutant. C'est-à-dire que on sait, tous les diagnostics sont posés. On sait qu'en effet, au niveau des autorisations, il y a un problème qui est récurrent, même si de plus en plus, au niveau les autorités préfectorales se retrouvent un peu plus, parce qu'elles savent très bien que on va avoir des réactions, que ce soit du monde associatif ou autre, mais il n'empêche que ça donne l'impression si je prenais une autre image, ça donne l'impression que le train, soit on ne trouve pas les freins, ou on ne veut pas prouver les freins, ou il y a des telles oppositions. L'exemple des retenues d'eau, l'exemple des bassines, de nouveau, ça reflète encore des fortes... Et quelque part, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui est là. Il y a des enjeux de pouvoir qui sont présents. Donc, du jour au lendemain, ou en tout cas on dit on va changer les cartes, on va changer les règles du jeu, c'est évident qu'il y a des résistances. Après, sur l'attitude de l'autorité publique, oui, il y a des choix, il y a des choix, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choix politiques qui doivent être faits. Et politiques au sens noble du terme. Non, il n'est pas suffisamment... Enfin, il était nécessaire qu'il y ait une prise de position au niveau du gouvernement pour au moins se projeter pour répondre, aux enjeux actuels que l'on rencontre. Mais il n'est pas suffisamment ambitieux. Il n'est pas suffisamment ambitieux, et puis ces traductions montrent bien, encore une fois, qu'on n'a pas forcément pris la mesure de tous les enjeux, et il faut une bonne dose de courage politique. On va dire ça comme ça. Le droit va être là pour traduire ce courage politique, ni plus ni moins. Après,
rentre en ligne de compte. Et je ne veux pas dire que la prise de décision est loin d'être simple. La prise de décision est loin d'être simple, c'est évident, parce que il faut réussir à trouver une conciliation. Et si on trouve la conciliation, il faut aussi accompagner financièrement. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure sur le monde agricole, on ne peut pas du jour au lendemain changer, alors que ça fait, on dirait, 20 ans, 30 ans qu'on est quand même dans des signaux d'alerte. On voit bien qu'à chaque fois, on va expliquer, on va trouver une technologie, donc on a réduit considérablement nos prélèvements d'eau, parce qu'au niveau de l'irrigation, on va faire des choix, etc. etc. Mais on voit bien que c'est toujours pas suffisant. Et de nouveau, ils avaient fait des tests. On avait des collègues de l'INRA, si je reviens sur les algues vertes, dans les baies dites algues vertes, ils avaient fait des scénarios pour voir justement si on passait à une agriculture bio ou si on ne faisait plus d'agriculture. Et donc, qu'est-ce qui se passait au niveau de la réaction des milieux naturels et quel accompagnement financier on mettait en place. Parce que les exploitants agricoles, beaucoup d'exploitants agricoles se sont retrouvés embarqués dans un système. C'est pour ça que le facteur humain, il n'est pas négligeable. On peut pas être dans une situation d'accusation parce que... Les procureurs. Non. C'est tout un système agroalimentaire et financier et politique. Le livre sur de Nicolas Legendre l'illustre bien. Moi, je suis bretonne d'origine. La famille a travaillé dans des structures en lien avec l'agriculture. Donc, je reviens, c'est des choix qui ont été faits. Donc, si on fait d'autres choix maintenant, il faut vraiment mettre en place un processus d'accompagnement de transition. Compensation. Oui. On peut pas. C'est pour ça que je pense que c'est le plan d'eau, pour répondre à votre question. Il n'est pas suffisamment ambitieux, certes, mais il ne peut pas résoudre à lui seul la situation. Parce qu'on est vraiment dans une approche qui doit être une approche complètement intégrée. Et donc, il faut que toutes les parties prenantes soient mises autour de la table et que toutes les politiques publiques soient mobilisées et qu'on mette en place des vraies hiérarchies et que des décisions politiques soient. Le droit sera là pour accompagner. On a les outils juridiques pour faire ça. Respectons déjà la réglementation existante. Ça sera déjà beaucoup. Sur les autres politiques publiques, c'est évident que la réforme de la politique agricole commune, si on prend celle qui est en ligne de mire, n'a pas été aussi ambitieuse qu'il aurait été nécessaire. D'autant plus que cette politique agricole commune, maintenant, au niveau de sa mise en œuvre, est décentralisée, donc repose sur des plans, les stratégies nationales. Donc, c'est aussi aux États membres d'être beaucoup plus ambitieux. La France s'est fait un petit peu retoquer, refait sa stratégie nationale. De nouveau, on manque d'ambition au niveau de... Alors, on pourrait dire, ok, peut-être qu'il faut aller sur les instruments économiques et financiers. Peut-être qu'il faut jouer là-dessus davantage. Alors, il y a un grand outil qui est mis en avant de plus en plus en disant, voilà, c'est l'outil magique, il ne faut pas indemniser les agriculteurs qui changent, voilà, les paiements pour services environnementaux. Mais là, c'est pareil, il faut faire attention à ne pas présenter cet outil comme la panacée. Ça pourrait être un miroir aux alouettes aussi. Là, j'ai des collègues qui travaillent, en particulier une collègue qui est de l'équipe, Alexandra Langlais, travaille justement sur les paiements pour services environnementaux, où la logique est de rémunérer, puisque l'exploitant agricole va rendre des services non seulement à l'environnement, mais aussi à l'ensemble de la collectivité territoriale, locale et même au-delà. Et donc il faut le rémunérer. Mais on voit bien que ce n'est pas forcément un outil aussi facile à manipuler, surtout que ce qu'on recherche, c'est d'essayer de trouver des personnes, des investisseurs privés. Or, si on prend des exemples en Bretagne de PSE entre guillemets privés, il y en a vraiment très très peu. Donc, faut faire attention à mettre en avant des outils économiques, soi-disant, qui seraient des promesses à résoudre tous les problèmes et à rémunérer les agriculteurs. C'est pas aussi simple que ça.
Ça, c'est un autre exemple. Là, on a une approche assez technologique, on va dire ça comme ça. Donc c'est beaucoup utilisé dans un certain nombre de pays comme en Espagne. En France, c'est vrai, il y avait une certaine réserve à pouvoir utiliser ça. Bon, on a une réglementation maintenant, on a adopté un règlement au niveau européen, et donc c'est en train de se décliner dans l'ensemble de nos États membres. Bon, ça peut présenter un certain nombre d'intérêts. Par contre, il y a une dimension sanitaire qui est particulièrement redoutable, et puis une dimension aussi un peu psychologique, on va dire ça comme ça, sur la réutilisation des eaux usées. Et de nouveau, alors là, on est sur une approche très, très technique, très technologique, parce que ça signifie aussi qu'il va falloir, au niveau des normes techniques, de la normalisation technique, des matériaux utilisés, etc. etc. Bon. Mais c'est présenté, voilà, c'est présenté comme une des solutions pour pouvoir éviter de trop prélever et de ne pas dépenser d'une manière intempestive la ressource en eau dans des usages qui pourraient très bien se passer d'une eau non potable. On parlait de conflit, mais ça se pose la question de la hiérarchie des usages. Et quand on regarde la directive 4 sur l'eau, en ça, elle est assez intéressante par rapport à ce qu'on connaît en droit français, alors qu'on est censé la respecter. Lorsqu'on regarde justement les objectifs de la directive 4 sur l'eau, en termes de protection et d'amélioration, hein, on a les deux, c'est protéger et améliorer la qualité, l'état écologique et quantitatif et chimique des masses d'eau. Le premier objectif, c'est de répondre, c'est de protéger et d'assurer les besoins, non pas nos besoins, mais le besoin des écosystèmes et des écosystèmes qui dépendent de la ressource en eau. En d'autres termes, c'est les besoins des non-humains. Parce que sans le respect du besoin des non-humains, nos propres besoins ne pourront pas être, entre guillemets, fournis, respectés. Ça signifie en d'autres termes que lorsqu'on parle... rien que le fait de parler d'étiage, en fait, ça désincarne complètement. Ça technise, ça rend les choses très techniques. Ça extrait quelque part un peu du débat public, parce que ça va se limiter à des batailles de chiffres et de calculs. On a bien vu dans le sud-ouest, par exemple, je crois que c'est le fleuve du Tête, je crois que c'est celui-là, où justement il y a eu des batailles, d'expertise, de calculs entre ce que calculaient les agriculteurs et ce que calculait l'administration pour justement apprécier les volumes qu'on pouvait prélever d'eau à des fins agricoles. Donc on voit bien que cette question d'étiage, il cache en réalité qu'on est censé respecter les besoins de nos écosystèmes et des espèces qui en dépendent, et donc de pouvoir apprécier cela en priorité, au-delà d'une approche très technicienne. Et après, on a nos besoins en eau potable, qui sont quand même ils sont censés être prioritaires. Alors c'est vrai que où est-ce que c'est plus compliqué, c'est lorsqu'on parle de la question agricole. Parce que la question agricole, c'est notre alimentation. Donc on va avoir les uns qui vont dire, si c'est l'alimentation, c'est donc essentiel, c'est majeur, donc c'est d'intérêt public majeur. Donc on voit bien comment le débat se dessine en essayant de tirer maintenant, si c'est l'alimentation, c'est majeur comme l'eau potable. On a plusieurs garde-fous dans le sens où là c'est pour les entreprises qui vont exploiter des sources ou autres, mais à un moment donné, si elles vont impacter, elles sont soumises à autorisation. Donc dès lors qu'elles iraient impacter la nappe phréatique ou autre, là il y a la possibilité au nom de l'intérêt général d'intervenir. Après, c'est toujours la même histoire du contrôle et de la surveillance, pour pouvoir apprécier l'état de nos nappes phréatiques et à partir de là, de pouvoir imposer un certain nombre de restrictions. Un autre exemple aussi où on peut contrebalancer cette question de la financiarisation ou privatisation de l'eau, c'est lorsqu'on voit sur la distribution d'eau potable. On voit les collectivités territoriales qui ont changé la gouvernance de la distribution de l'eau et du traitement de l'eau. Donc là, on a des marges de manœuvre où justement on peut trouver des garde-fous.
On a plusieurs exemples justement où on a considéré, enfin où les communes se sont dit on revient. On revient sur nos régies publiques, tout simplement parce que on veut contrôler la maîtrise et avoir une logique d'approche plus sociale, et donc de ne pas rentrer dans des logiques de privatisation, entre guillemets, de la distribution d'eau potable. Donc on a quand même un certain nombre de garde-fous. C'est évident que les collectivités territoriales vont se retrouver confrontées à une situation de vétusté de leur station d'épuration, donc d'une remise aux normes, dans un temps certes pas aussi rapide qu'on le souhaiterait, mais elles vont être confrontées, c'est sûr, à comment se débrouiller pour pouvoir rénover ou complètement construire de nouvelles stations d'épuration qui seront aux normes européennes. Donc on peut pas nier le risque. Alors d'être pris en otage ou autre, à un moment donné, je pense que ces grandes entreprises elles-mêmes sont censées entre guillemets avoir leur démarche de responsabilité sociale des entreprises. Elles sont censées pour ces grosses structures, eh bien, donner un certain nombre d'informations extra-financières sur leurs engagements sociaux, environnementaux. On a la loi sur le devoir de vigilance de 2017, on a une directive qui est en cours d'adoption sur le devoir de vigilance. Donc ces grosses entreprises vont de plus en plus être soumises à une obligation d'information. Certes, c'est peut-être pas suffisant, mais obligation d'information, donc obligation de vigilance, et donc susceptibles de se retrouver devant des juges pour ne pas avoir respecté leurs obligations de devoir de vigilance. Alors, on voit, les associations ont vu ce que pouvait leur apporter cette loi sur le devoir de vigilance et la directive qui sera bientôt mise en œuvre. Donc, le fait de se retrouver sur le banc des accusés, même si pour l'instant elles réussissent à se dépatouiller, c'est pas forcément quelque chose de très confortable en termes d'image de marque, etc. Ça a beaucoup été débattu aux États-Unis, puisque les réflexions viennent d'abord des États-Unis sur cette problématique d'angoisse face à l'avenir ou face à des crises ou des... c'est en train de petit à petit apparaître dans certains argumentaires de requérants. Notamment l'exemple sur la pollution atmosphérique pour les enfants. De dire, j'expose mes enfants, je suis dans une grande ville, j'ai pas le choix, j'expose mes enfants à une pollution de l'air qui va peut-être générer tel et tel problème de santé maintenant ou dans quelques années. C'est une angoisse face à l'avenir, mes enfants sont angoissés, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas eu véritablement de décision très probante sur ce préjudice d'anxiété face à des problématiques environnementales, mais c'est en train petit à petit d'apparaître dans les argumentaires. Donc ça signifie en d'autres termes que petit à petit les juridictions vont sans doute être amenées à apprécier ce préjudice d'angoisse par rapport au changement climatique, par rapport à la biodiversité. Alors, avant même d'aller devant le juge, déjà, et d'imaginer une réparation pour préjudice d'angoisse et d'anxiété, on le voit, nous, dans nos universités. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on est confronté à des étudiants qui expriment une certaine angoisse, une certaine anxiété par rapport aux problématiques environnementales. Et on a... Alors, je sais qu'à Toulouse, à Grenoble, pour l'instant, nous, on n'a pas encore totalement été confrontés à ça parmi nos étudiants juristes ou en écologie, mais ils ont mis en place des cellules pour discuter avec les étudiants, pour justement essayer je ne veux pas dire de calmer, mais d'écouter, de prendre en compte cette angoisse et d'essayer d'y répondre. Donc sans aller forcément, on n'est pas encore... Mais, en termes de prévention et surtout d'écoute, de prendre en considération cette angoisse parmi les jeunes étudiants, c'est en train d'apparaître, nous, dans les grandes écoles. Un exemple, tout bête, on a nos étudiants, on a un master en environnement et droit, donc qui réunit des écologues et des juristes, c'est un master bidisciplinaire,
Et depuis maintenant 2 ans, je les ai amenés, on a lancé des conférences qui s'appellent S'engager pour l'environnement contre vent et marée. Donc l'idée, c'est de rencontrer différents parcours professionnels pour partager leur expérience, les difficultés, avec en toile de fond la question de la protection de notre démocratie et de notre liberté d'expression, et le fait de s'engager pour une cause environnementale. Et l'année dernière, la promotion s'était dit, nous, on veut se lancer dans des conférences sur n'est-il pas déjà trop tard ? Donc, rien que ça, d'exprimer n'est-il pas déjà trop tard, je leur ai fait mettre un point d'interrogation à cette question, et de la transformer en question et non pas en affirmation, montre bien que nous, chercheurs, enseignants-chercheurs, on a aussi un rôle à jouer, justement pour écouter cette inquiétude, cette anxiété, et de montrer que le droit peut servir, que l'écologie peut servir, que les scientifiques peuvent servir à quelque chose, justement pour essayer de répondre à cette anxiété et répondre à cette urgence écologique. L'accent que je voudrais mettre, c'est de nouveau sur la démocratie et la liberté d'expression. Je pense qu'on ne mesure pas trop, mais elle est quand même de plus en plus fragilisée. On a cité en tout début l'écoterrorisme. Je trouve qu'en effet, notre liberté d'expression, la mobilisation des citoyens sur les questions d'eau, sur des questions, comme on le voit, sur des questions de biodiversité, sur des questions de pollution de l'air, elle est extrêmement précieuse. Et si on n'y fait pas attention, en effet, notre démocratie se retrouvera en danger. Non pas pour l'écoterrorisme ou de l'autoritarisme vert, mais au contraire. Ne pas avoir pris au sérieux ces questions d'environnement, de protection de la ressource en eau, et tout simplement de l'humain. Oui. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus actuellement, la démocratie.